Bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui ont fait la gentillesse de bien vouloir venir ici et ceux qui nous suivent à distance par écran interposé dans ce mode hybride, comme on dit. J'ai le plaisir d'accueillir Antoine Frérot. Bonjour Monsieur Frérot. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Historiquement, on est le numéro 1 français de l'eau et des déchets. Ça sera encore plus vrai dans quelques temps puisque, vous le savez tous, Suez aujourd'hui va en grande partie rejoindre pour une partie de ses actifs le groupe Veolia qui s'est lancé dans une opération de croissance externe il y aura 2 ans cet été et on n'est pas très loin de la fin de ce processus. Sur le plan boursier, j'en parlais avec Monsieur Frérot juste avant de monter sur scène. C'est un patron d'une entreprise qui a, on peut le dire, bien performé puisque le cours a pris combien depuis le début de l'année ? À peu près 50%. D'accord, donc certains ont fait mieux, mais beaucoup ont fait moins bien, donc félicitations. Et effectivement, vous l'avez vu dans la présentation, c'est un groupe qui est aujourd'hui au cœur de la transformation qui nous impacte tous. On est dans une période de réchauffement climatique et on le sait bien, on va avoir besoin de mieux gérer les ressources rares que sont l'eau, les déchets, les matières premières. Et tout ça fait partie de la stratégie de valorisation de Veolia. Je le disais, pour les actionnaires, effectivement, vous êtes en plein cœur, vous avez été en plein cœur de l'actualité depuis pratiquement 18 mois autour de cette opération Suez. On ne va pas parler que de ça aujourd'hui, on a le temps d'élargir, on a une quarantaine de minutes devant nous, donc on va pouvoir aborder beaucoup de sujets. Mais quand même, dans ce feuilleton, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on est sans doute plus proche de la fin de la partie OPA et le début d'une nouvelle histoire, mais où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qui reste à faire pour que vous puissiez dire que l'OPA est derrière vous et que vous passez dans la phase d'intégration et de transformation ? Alors, pour la réalisation du rapprochement, on est dans la phase de finalisation, effectivement, puisque nous attendons encore, d'ici quelques semaines maintenant, les autorisations des commissions antitrust, et notamment la seule qui constitue une condition suspensive de notre OPA, celle de l'Union européenne. Quelques semaines pour obtenir ce feu vert, et à partir de là, l'OPA se déroulera pendant 3 semaines, ce qui fait que nous pensons qu'autour de la fin de l'année, nous aurons réalisé ce rapprochement. Mais j'aimerais dire que c'est la première étape, ce rapprochement, parce qu'une autre étape va commencer, peut-être encore plus importante. C'est celle qui visera à tenir la promesse de ce grand champion mondial de la transformation écologique. Comment aider, accélérer la transformation écologique de nos clients, les villes et les industries. Peut-être, du coup, vous pouvez en quelques mots nous donner ce rationnel. Quelle était la logique de cette opération ? Pourquoi est-ce qu'il y avait un intérêt à passer par une opération de croissance externe pour atteindre vos objectifs plus rapidement ? En quoi cette opération peut être créatrice de valeur pour les actionnaires, mais aussi pour vous un accélérateur de croissance et de rentabilité ? Alors tout d'abord, cette opération fait face à une opportunité. Notre confrère Suez a été mis en vente par son principal actionnaire. Et lorsqu'une entreprise est mise en vente, plusieurs personnes se présentent pour la racheter. Donc ce fait-là, qui allait donc dans notre profession, puisque Suez était le numéro 2 dans notre profession, Veolia était le numéro 1, le fait que le numéro 2 soit mis en vente change de secteur et ne peut pas manquer de nous interpeller. Il aurait d'ailleurs été, je pense, une faute de la part de Veolia ou de son dirigeant que je suis, de ne pas avoir réfléchi à la question. Et si ce n'avait pas été Veolia qui avait proposé de racheter Suez, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Ce quelqu'un d'autre n'aurait pas été français. Il n'y avait que Veolia comme entreprise française intéressée pour acheter Suez. Donc ce quelqu'un d'autre, il aurait été étranger, il aurait été chinois, américain, peut-être allemand. Et Suez ne serait pas resté français. Et ceci ne pouvait pas nous laisser indifférents. Ça, c'est la première chose, l'opportunité. Mais il y a un deuxième élément d'opportunité, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ce rapprochement ? Et c'est là que je pense que les choses sont les plus intéressantes. Vous le savez, nous sommes dans l'urgence écologique. Nos sociétés sont dans l'urgence écologique. Sont dans l'urgence de trouver des voies, des solutions pour continuer à se développer, à voir la population humaine augmenter en respectant la planète,
en traitant toutes les pollutions, en faisant face à la raréfaction des ressources naturelles et en tous les cas en ne les consommant pas plus vite qu'elles ne se renouvellent naturellement. Et ce rapprochement qui met ensemble les deux équipes les plus performantes au monde, elle va permettre d'accélérer des choses. D'abord en généralisant au plus vite les solutions nouvelles mais bien maîtrisées de la transformation écologique. Le recyclage des plastiques, par exemple. Nous savons recycler à peu près 80% des résines plastiques qui sont utilisées dans le monde. Et en plus, Veolia et Suez ne sont pas spécialisés dans les mêmes résines. En mettant ensemble nos deux types de savoir-faire auprès de nos deux collèges de clientèle, nous pouvons proposer et aller 2 fois plus vite pour généraliser ce recyclage des plastiques. Veolia a multiplié par 5 depuis 2016 ses capacités de recyclage du plastique et pourtant dans le monde, c'est seulement à peine 10% des plastiques qui sont recyclés. Nous pourrons donc accélérer le recyclage des plastiques ou bien accélérer la réutilisation des eaux usées. Face à la rareté de l'eau et à la croissance des consommations sur de petites parcelles du monde qu'on appelle les villes, la meilleure solution, c'est d'utiliser l'eau plusieurs fois. Ce qui permet d'ailleurs au passage de traiter la pollution des eaux une première fois utilisée pour pouvoir la réutiliser. La réutilisation des eaux, c'est 2% de l'eau utilisée dans le monde aujourd'hui, et très peu en France. De ce point de vue-là, nous pouvons là aussi accélérer les projets de réutilisation des eaux usées à des fins agricoles, à des fins industrielles et même à des fins domestiques. Autre exemple, l'efficacité énergétique. Pour les bâtiments, pour les industries. Produire ou utiliser la même quantité d'énergie finale avec beaucoup moins d'énergie initiale. Réutiliser la chaleur fatale, la chaleur perdue qui sort par les cheminées, ou bien la différence de chaleur entre le sol et l'air, ou bien les énergies renouvelables qui ne sont pas seulement l'éolien ou le solaire, mais par exemple la biomasse, le biogaz des décharges, l'incinération ou la chaleur des incinérateurs de déchets. Tout ceci peut être accéléré et en mettant en commun notre savoir-faire, nos clientèles et nos moyens financiers, nos cash flows, nous pouvons accélérer sensiblement la mise en œuvre de ces solutions pour aller plus vite. Ça, c'est pour les solutions qui existent et qui sont maîtrisées, mais qui sont encore insuffisamment développées. Et puis, il y a l'autre part des solutions, celles qui n'existent pas encore. Et je pense qu'aujourd'hui, nous en connaissons une bonne moitié des solutions qui seront nécessaires pour réussir la transformation écologique dans les 20 ans qui viennent. Il va falloir inventer l'autre moitié. Et en étant ensemble avec nos innovateurs, nos chercheurs, là aussi nos moyens financiers, les capacités de test que nous avons sur les deux ensembles de clientèle, nous irons bien plus vite pour inventer les solutions de demain. Recycler les batteries des véhicules électriques, puisque dans 2030, rien qu'en Europe, on aura sans doute 1 million de batteries usagées à recycler. Et vous savez que les batteries, ce sont des déchets dangereux, toxiques. En plus, elles recèlent des matériaux rares qu'il faut aller chercher au bout du monde, de temps en temps avec des problèmes géopolitiques. Recycler le lithium, le cobalt, le zinc dans ces batteries électriques, c'est un enjeu fort au moment où la France et l'Europe cherchent à attirer la construction d'usines de construction de batteries neuves. Ou bien la qualité de l'air. La qualité de l'air dans les bâtiments, c'est certainement le problème le plus aigu entre la santé publique et l'environnement aujourd'hui, la qualité de l'air. Eh bien, nous devons accélérer les solutions pour garantir la qualité de l'air dans tous les bâtiments qui reçoivent du public. Les hôpitaux, les universités, les grands magasins et les bureaux. Ou alors capturer le carbone. Je pense qu'on n'arrivera pas à diminuer assez les émissions. Il va falloir aussi capturer le carbone qu'on n'arrive pas à ne pas émettre. Il faut le faire à un coût raisonnable. Et qu'est-ce qu'on fait du carbone qu'on a capturé? On le met dans un trou? Ou bien on a des idées plus intelligentes? On peut réensemencer les sols qui ont été surexploités, puisque vous savez que les sols agricoles parfois manquent d'azote, de phosphore, mais aussi de carbone, de plus en plus de carbone. Voilà toute une série de solutions à imaginer, et je pourrais en faire une longue liste. Donc notre rapprochement, le grand champion de la transformation écologique, il est d'abord fait pour ça. Accélérer la mise en œuvre des solutions qui existent et inventer celles qui n'existent pas pour permettre à toutes les villes et à tous les industriels qui nous font confiance pour réussir leur propre transformation écologique. Dans votre métier, est-ce que l'effet de taille est important? C'est important d'être clairement le numéro 1 mondial? Ça permet de garder peut-être des concurrents à distance plus longtemps?
L'effet de taille, il permet des effets d'échelle. Il permet de mettre en commun des talents. Nos deux entreprises étaient concurrentes. Elles avaient leurs propres capacités d'innovation. Mais il faut reconnaître que assez souvent, les deux équipes cherchaient la même chose, en parallèle. C'est bien naturel. Nous allons là pouvoir donc démultiplier nos forces d'innovation en faisant en sorte qu'elles soient complémentaires et pas redondantes. Il en est de même des moyens financiers. Et puis, la mise en commun des clientèles et l'accroissement de l'empreinte géographique du groupe peut permettre de proposer à cet ensemble de clients, et pas à un seul des deux ensembles, l'ensemble de nos solutions. Un grand industriel du monde, par exemple, qui est implanté dans beaucoup de géographies, eh bien, en étant présent dans davantage de géographies, nous pouvons donc lui proposer de traiter ces problèmes dans toutes ces usines du monde, et pas seulement une partie. Donc l'effet d'échelle, l'effet de taille, ce n'est pas des économies d'échelle, ce sont des accroissements d'efficacité grâce à l'effet d'échelle. Est-ce que c'est un secteur dans lequel vous pensez qu'il va y avoir encore beaucoup de consolidation à l'échelle mondiale? Est-ce que c'est un secteur qui atteint son point finalement de maturité à ce niveau-là? Non, c'est un secteur qui est très peu concentré encore. D'abord, c'est un secteur porteur depuis quelques années. Veolia, c'est un peu plus de 3% de la part de marché mondial. Avec Suez, ce sera de l'ordre de 5%. Donc c'est un secteur encore très éclaté. Mais beaucoup d'opérations de rapprochement ont eu lieu ces dernières années. Et notamment des opérations de rapprochement soit avec des entreprises dont les pays se veulent une vocation dans ce métier de la transformation écologique. C'est le cas notamment des grandes entreprises chinoises. Mais c'est le cas aussi des grands fonds d'investissement et notamment des fonds d'investissement américains. KKR, par exemple, a investi plusieurs milliards d'euros, de dollars, l'an dernier et cette année, pour progressivement consolider des entreprises venant de différents pays dans le secteur des déchets. Donc c'est un métier où la concentration commence parce que la demande est très forte et surtout le potentiel de demande va s'accroître compte tenu de l'urgence écologique. Oui, donc numéro 1 mondial avec 5% de part de marché, ça veut dire qu'il y aura peut-être dans les décennies qui viennent encore d'autres opérations qui seront importantes pour rester un acteur de taille importante. C'est vraisemblable, mais je pense qu'avec cette opération, nous donnons les moyens de continuer à faire la trace dans notre métier, d'être le leader mondial, et le leader pas seulement en taille, mais également en capacité d'innovation pour les 20 ans qui viennent. Vous avez évoqué 2 fois déjà potentiellement des concurrents chinois. Ils auraient pu regarder le dossier Suez. Aujourd'hui, vous dites qu'ils s'intéressent de très près à ce marché. Où se situe cette concurrence chinoise? Vous êtes vous-même très actif sur ce marché chinois. Comment est-ce que vous évaluez la concurrence asiatique sur vos marchés? Alors, il faut d'abord comprendre que les autorités publiques chinoises prennent le problème de l'environnement et de l'écologie au sérieux et à bras-le-corps. C'est d'ailleurs bien pour ça que nous travaillons depuis une vingtaine d'années et de plus en plus en Chine. Car pour ces autorités, le problème de l'environnement et de la pollution est clairement devenu le facteur limitant numéro 1 de leur développement industriel et également urbain. Et ils savent bien que s'ils ne trouvent pas de solution, ils ne pourront pas continuer à développer leur industrie comme ils l'ont développée. Donc pour eux, c'est sérieux. Ils ont donc cherché à avoir à disposition des solutions, et c'est pour ça qu'il y a 20 ans, au début, ils ont fait appel à des entreprises comme les nôtres. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous travaillons beaucoup en Chine. Et puis comme dans tous les métiers, ils se sont dit qu'ils pourraient également faire ce métier eux-mêmes avec leurs propres entreprises, ce qui est assez normal entre nous. Bon. Et ils ont commencé à voir se développer des entreprises en Chine. Et comme dans tous les secteurs, ils ont commencé à les consolider. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 5 grandes entreprises chinoises qui font notre métier, et on peut dire qu'une ou deux sont incitées à aller travailler hors de Chine. C'est ce qui s'est passé dans tous les métiers. Je prends l'exemple de la construction ferroviaire. Il y a 30 ans, le premier Chinois dans la construction ferroviaire, il était 5 fois plus petit qu'Alstom. 30 ans plus tard, il est 5 fois plus gros. 5 fois plus gros parce que d'abord, il a gagné, conquis une
bonne partie du marché chinois, même s'il a encore des concurrents en Chine qui servent d'émulateurs. Enfin, il a conquis une bonne partie des marchés chinois. Et de là, il a progressivement absorbé les marchés asiatiques, les marchés africains, les marchés d'Amérique latine, en frustrant nos entreprises occidentales, et notamment Alstom. Aujourd'hui, ce Chinois, il est 5 fois plus gros qu'Alstom. Et au bout de 30 ans, on se rend compte de la chose. Et on s'active pour y faire face. Et on cherche à marier Alstom avec Siemens une première fois, Bombardier une deuxième fois. Ce que je dis, c'est qu'il se passera cela dans tous les secteurs où les Chinois ont décidé de se développer. Et il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas décidé de se développer. Bon. Donc on ne va pas attendre 30 ans d'être dos au mur pour pouvoir faire face, alors qu'on a là l'occasion de pouvoir prendre les devants et de pouvoir faire la course en tête. Alors le marché chinois est si gros, si important, parce qu'il y a 1,3 milliard d'habitants, 400 millions d'habitants en Chine, bon, que bien sûr ils vont grossir. Bon, et bien sûr ils essayent déjà de tenter de conquérir des marchés hors de Chine. Le numéro 2 des déchets en Allemagne, il est chinois. Qui le sait? L'usine d'ici les Moulineaux, là à 2 pas de Paris, elle est exploitée par une entreprise détenue par des Chinois. Donc ça commence. N'attendons pas d'être dos au mur pour pouvoir faire au moins jeu égal, voire mieux, alors qu'aujourd'hui on est en tête de ce métier. Et là aujourd'hui avec cette opération, vous prenez toutes les cartes en main pour justement pouvoir continuer à être... Absolument, et pour pouvoir continuer à faire la course en tête, d'être la référence, c'est ce que disait le petit film dans notre métier, et d'être l'entreprise qui imagine et invente le plus de solutions nouvelles. Il y en aura d'autres qui inventeront des solutions, bien évidemment. Mais notre ambition, c'est effectivement de rester le leader de ces métiers en forte évolution et en fort développement. Vous avez évoqué aussi plusieurs fois la technologie. En quoi la technologie va devenir, selon vous, un élément différenciant pour un acteur comme vous? Est-ce que votre métier est banalisé? Pas du tout. Est-ce qu'il va l'être encore moins demain? En quoi la technologie peut être un facteur qui fait qu'au-delà du prix, quand vous répondez à un appel d'offres, un client va vous choisir, que ce soit une municipalité ou une entreprise? Alors j'ai parlé d'innovation, plus que de technologie. L'innovation, elle est pour une part technologique. Et je vais revenir sur la technologie dans nos métiers. Mais l'innovation, elle n'est pas seulement technologique. Elle est sociétale, puisque la moitié de notre clientèle, ce sont des villes, avec des services essentiels à y délivrer. Donc la manière de s'adresser à cette population, la manière d'être équitable, de laisser dans une ville aucune partie de la population hors de l'accès aux services essentiels, est une innovation au moins aussi importante que savoir parfaitement traiter l'eau, par exemple. Donc l'innovation, elle est sociale, elle est sociétale, elle peut être contractuelle, les relations avec nos clients, l'aspect partenarial de ces relations, le fait que nous ayons pas seulement une relation de client-fournisseur, mais aussi de partenaire parfois, de co-inventeur avec nos clients est une chose importante. Donc l'innovation, elle a plusieurs dimensions. La deuxième chose, c'est que la technologie a un rôle, bien évidemment. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on sait aujourd'hui recycler 80% des résines plastiques, il y a une dizaine d'années, on savait en recycler une de ces résines, qui représentait à peu près 15% des volumes de plastique. Donc on a progressé parce qu'il s'agit, pour recycler le plastique, de pouvoir le fournir à ceux qui utilisent le plastique dans la même forme, avec les mêmes garanties de qualité, de traçabilité, d'approvisionnement, de garantie d'approvisionnement que ce que font ceux qui leur fabriquent des résines vierges à partir de la pétrochimie. Recycler les batteries de véhicules électriques, en extraire le cobalt, en extraire le lithium, c'est compliqué. Et c'est pour ça que nous sommes récemment rapprochés de Solvay pour pouvoir aller plus vite ensemble pour extraire dans des processus de pyrométallurgie ces métaux rares plus vite que nos concurrents. Donc il y a de la technologie, mais il y a aussi la manière de savoir l'utiliser, la technologie, dans des métiers qui sont forts en intensité technique, mais aussi forts en intensité de main-d'œuvre. Ils sont rares les métiers qui ont ces deux sortes d'intensité.
beaucoup de techniques, beaucoup de manœuvres, beaucoup de techniques qui évoluent rapidement en plus. Donc il faut que les personnels puissent être formés régulièrement à ces nouvelles technologies. Je suis dans ce métier depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans. Je peux vous dire que le métier de la gestion des déchets, par exemple, n'a aujourd'hui plus rien à voir en matière de technique avec ce qu'on faisait il y a 30 ans. Traiter les micropolluants, les perturbateurs endocriniens, tous ces polluants qu'on ne savait même pas repérer il y a 30 ans, tellement ils sont petits, suppose de nouvelles technologies et de nouveaux savoir-faire pour les mettre en œuvre. Et ceci peut aller très vite, puisque aujourd'hui, vous le savez sans doute, dans les stations d'épuration, on arrive à repérer les traces ou des traces d'ADN du coronavirus, par exemple. Donc la technologie est importante, la manière de l'utiliser, le fait de former tous nos personnels à savoir l'utiliser est au moins aussi importante. Dans la technologie, souvent, on voit des startups émerger qui viennent bousculer des géants. Quel rapport vous avez avec les startups? Est-ce qu'il y a un Tesla, un SpaceX, un Elon Musk qui pourrait venir perturber vos marchés, ou est-ce que finalement, il reste des barrières à l'entrée très importantes qui vous donnent un vrai caractère résilient tout de même? Alors, il y a beaucoup de start-up dans nos métiers, hein, presque autant que dans les métiers du numérique, par exemple. Hein, dans les biotechnologies, dans la biologie, il y a autant de start-up. Il y a une différence par rapport peut-être au monde de l'automobile, c'est que, bien que nos équipements, lorsque nous les mettons en place, ils supportent peu les dysfonctionnements. Quand une usine de traitement d'eau tombe en panne, c'est une catastrophe. C'est pareil pour un incinérateur de déchets ou bien pour un système de chauffage. Bon. Et donc, elles doivent être robustes, ces machines et ces équipements. Et ce qui rentre dedans est aléatoire. L'eau de la rivière, l'eau de la mer est différente à tout moment de qualité. Et pourtant, il faut l'utiliser pour pouvoir rendre un produit, lui, qui est normé. Donc il faut que les techniques et les machines et les équipements soient robustes. Et pour cela, il faut les tester longtemps. Parce qu'elles ne peuvent pas tomber en panne souvent. Du coup, lorsque une idée jaillit dans la tête d'un chercheur, généralement, il nous faut 3 ans pour sortir un premier équipement, test du laboratoire. Mais entre ce moment et le moment où on va pouvoir le proposer à tous nos clients à travers le monde, à échelle 1, en étant suffisamment confiant qu'on n'aura pas beaucoup de problèmes avec, il faut 7 à 8 ans derrière. Ce qui fait que ce que sortent les startups au bout de 3 ans, finalement, elles ont besoin de le tester pour pouvoir garantir la robustesse. Et c'est là que nous avons tout intérêt à être en partenariat avec elles pour qu'elles puissent le tester chez nous et peut-être même que nous le commercialisions ou le développions avec elles à ce moment-là. Et donc, de plus en plus, nos innovations sont en partenariat. Ce ne sera pas des perturbateurs, mais plus peut-être des partenaires pour accélérer. À l'issue de cette opération, dernière question peut-être pour parler aussi de cette opération de croissance externe, est-ce que le groupe risque pas d'être un peu trop endetté? Est-ce que vous ne vous retrouvez pas dans une situation où vous payez finalement cher un actif et vous vous retrouvez avec un groupe qui sortait d'une phase de désendettement que vous aviez dû mener de manière très active? Est-ce que ce n'est pas un risque pour les investisseurs? Ce n'est pas du tout un risque, mais parce que nous y avons veillé. Le groupe Veolia élargi de cette acquisition aura un ratio dette sur EBITDA exactement identique après qu'avant. Pour quelle raison? Parce que d'une part, nous avons mené une augmentation de capital, comme vous le savez, qui s'est passée il y a maintenant quelques semaines, 2 mois maintenant, qui s'est bien passée. Nous avons levé 2,5 milliards de capital. D'autre part, pour des raisons de chevauchement d'activité et d'antitrust, nous céderons à un nouveau Suez une partie de l'activité. Sur les 17 milliards de chiffre d'affaires de Suez, c'est 7 milliards dans ce nouveau Suez. Pour 10,5 milliards à un consortium d'investisseurs qui vont en être l'actionnaire. Bon. 2,5, 10,5, nous voilà déjà à 13 milliards. Bon. Ajoutez-y bien évidemment les cash flows que génère l'activité que nous allons reprendre. Eh bien, ce cash flow, il financera la dette complémentaire, la dette que nous avons héritée de Suez, puisque la cession du nouveau Suez et l'augmentation de capital couvrent largement l'ensemble de l'achat des actions. Il nous reste un gros quart d'heure. Je donnerai la parole à la salle. Si vous avez quelques questions, vous pouvez déjà commencer à agiter doucement une main pour que je puisse m'en rendre compte. J'ai encore, bien sûr, des questions à vous poser. C'est juste pour voir. Il y a déjà une question. Donc.
Voilà. Je vous donnerai la parole un peu plus tard. C'était juste pour juger du nombre de questions dans la salle. Une question peut-être de conjoncture. Vous êtes un très bon thermomètre, on dit souvent un thermomètre avancé de l'activité économique. Aujourd'hui, on entend parler de deux petits problèmes qui pourraient, au-delà du Covid, contribuer à peser sur la croissance. C'est les questions de main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre, particulièrement en France, mais pas que en France, et l'inflation. C'est deux sujets qui préoccupent aujourd'hui beaucoup des chefs d'entreprise que je crois. Sur ces deux sujets, comment est-ce que vous percevez les choses ? Alors sur la main-d'œuvre, tout d'abord, il faut savoir que des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité, on les explique par le fait que pendant la pandémie, les salariés ont cessé de travailler et puis ont pris d'autres habitudes ou d'autres souhaits. Bon. Il faut savoir que Veolia est resté ouvert tous les jours pendant tous les confinements, parce que au moins pour la moitié de nos activités, les activités essentielles, de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des déchets, au moins des déchets domestiques, parce que certaines usines étaient fermées, pour le chauffage et des services à l'énergie, nous sommes restés ouverts tout le temps et nous avons maintenu 100% de nos services en permanence. Pas de phase d'arrêt. Donc nos salariés ont continué à travailler et n'ont pas été habitués à autre chose, d'une part. La deuxième chose, c'est qu'il se trouve que Veolia, mais c'était le cas de Suez également, et beaucoup de nos confrères connaissent très peu de turnover. Nous avons un turnover très bas dans nos métiers. Sans doute parce que les salariés se plaisent à ces métiers, qui sont variés et puis qui sont utiles à tant de monde. Et donc nous ne connaissons pas aujourd'hui de problèmes de recrutement ou de main-d'œuvre, même si nous recrutons en permanence. Par exemple, je vais vous dire en ce moment, en France, rien qu'en France, ce n'est pas le pays où nous avons le plus fort taux de développement, compte tenu déjà de notre présence. Nous avons 1000 postes à pourvoir qui ne sont toujours pas pourvus. Donc nous recherchons du personnel, nous embauchons. Mais nous ne connaissons pas de problème de pénurie de main-d'œuvre. On en connaît un petit peu en Grande-Bretagne et aux États-Unis, sur des chauffeurs de camions, mais c'est à peu près tout. Bon. Je rappelle par ailleurs que nous avons construit un outil de formation de nos personnels, formation continue pour ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pour les former aux nouvelles techniques, mais surtout formation initiale, des centres d'apprentissage. En France, nous recrutons 80% de nos nouveaux collègues à travers ces centres de formation, par formation initiale, où nous dispensons, avec l'aide de l'Éducation nationale, les diplômes, les CAP, les BEP, les bacs pro, les BTS, dont nous avons besoin dans nos métiers, car nous sommes l'entreprise qui a même créé ces diplômes. Et donc nous recrutons dans les lycées nos apprentis que nous formons et nous garantissons un CDI à tous ceux qui obtiennent leur diplôme. Ce qui fait que, puisque beaucoup de jeunes cherchent à travailler, et nous avons beaucoup de demandes, de candidatures pour être formés dans ces centres de formation. Donc, pas de problème de recrutement. Sur l'inflation ? Alors, sur l'inflation, je vais répondre pour l'entreprise. Je suis pas... Vous en connaissez sans doute plus que moi sur l'inflation en général dans l'économie. Hein. Sur l'inflation, d'abord, nos contrats de long terme ont des formules d'indexation sur nos prix en fonction de la structure de nos coûts. Et donc, les prix de nos services sont chaque année indexés sur une formule d'indexation. Il y a une partie fixe, bien sûr, qui reflète la nécessité de faire de la productivité, mais la grande partie des coûts, enfin des prix sont inflatés et normalement reflètent en gros la structure des coûts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes gros consommateurs d'énergie, par exemple, puisque les coûts de l'énergie flambent, mais nous sommes aussi gros producteurs d'énergie. Par exemple, nous produisons plus d'électricité que nous n'en consommons dans le monde. Hein, grâce à nos usines de cogénération pour la chaleur, grâce au biogaz, grâce à la chaleur fatale que nous récupérons ou la chaleur des déchets que nous incinérons. Bref, nous sommes
un petit peu naturellement hedgés, entre guillemets, parce que nous en Couvert produisons par- autant que nous en consommons. Et puis, nous nous couvrons, donc nous achetons et vendons notre énergie, par exemple, sur plusieurs années, ce qui permet d'amortir les chocs et les pointes. Et donc, c'est pourquoi il y a peu de conséquences de l'inflation dans nos résultats au cours des derniers mois et des prochains mois. Et aujourd'hui, la conjoncture, le côté inflationniste ne vous inquiète donc pas spécialement? Nous sommes un petit peu protégés. Nous avons construit notre business model pour en être un peu protégés. Je ne suis pas capable de vous dire si cette inflation va être pérenne et durable. Moi, je pense qu'elle va durer encore une année, mais je la vois pas structurelle pendant des années. Voilà. Bon, c'est une économie et en ça, je qui va se suis un remettre petit en peu route. les hypothèses des banques centrales ou des spécialistes macroéconomiques que je ne suis pas. Nicolas, il y avait une question, monsieur. Monsieur Michel Delaby, actionnaire individuel. Monsieur le Président, tout d'abord, je n'oublie pas, et les actionnaires n'oublient pas, la situation de Veolia lorsque vous avez pris la présidence de ce groupe. Vous avez recentré Veolia sur son cœur de métier, vous avez réduit l'endettement qui était excessif, et vous cherchez à lui donner une âme auprès des Français et des clients. Je vous en félicite. Et moi, je vous en remercie, monsieur. D'ailleurs, la confiance que les actionnaires accordent à Veolia se traduit par l'augmentation de capital qui a été une réussite, une vraie réussite. Alors, je voudrais revenir un peu sur la fusion entre Suez et Veolia. Ça se passe expressément à l'étranger. Donc il y a des pays où Suez est présent et des pays où Veolia est présent seul sur le territoire. Mais il y a des pays où il y a les deux entités en même temps. Je pense aux États-Unis par exemple. Quels sont d'après vous les points favorables et les freins à cette opération? Et quel délai vous estimez nécessaire pour assurer un fusionnement correct entre les deux entités? Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci pour vos mots chaleureux. Alors, tout d'abord, vous l'avez compris, pour des raisons de concurrence, nous ne pouvons pas reprendre d'activités françaises. Donc, c'est hors de France que nous reprenons les activités de Suez. Il se trouve qu'hors de France, il y a peu de chevauchement. Lorsque Suez est présent, Veolia l'était peu, et vice-versa. Et lorsque les deux entreprises sont présentes sur un même pays, par exemple les États-Unis que vous évoquez, il se trouve que Veolia est surtout présent dans les déchets et Suez surtout dans l'eau. Donc là aussi, il n'y a pas véritablement de recouvrement. Il y a plutôt un complément. Et c'est bien donc souvent à l'interface de nos différents métiers, eau, énergie, propreté, que les meilleures innovations se trouvent. Donc c'est complémentaire. Il y a peu de chevauchement hors de France. Il y en a en Grande-Bretagne et en Australie, dans les déchets. Et là, bien évidemment, les autorités antitrust veillent à ce que ce rapprochement ne conduise pas à des positions trop fortes qui viendraient brider la concurrence. Et donc, il n'y aura donc pas de difficulté de ce point de vue-là. Ensuite, vous posez la question de la rapidité du rapprochement. D'abord, je voudrais rassurer ceux qui nous écoutent. On a dit que la bataille au début de cette opération de rapprochement laisserait des traces et rendrait très difficile le mixage et le rapprochement des équipes. Ce n'est pas vrai. La culture des deux entreprises est très proche. D'abord, les deux entreprises sont nées il y a plus d'un siècle, dans un même bain, dans une même culture, et notamment à l'époque la culture de la délégation de services publics, et ont évolué parallèlement pendant un siècle de manière proche. Il y a beaucoup plus de différences culturelles entre Veolia et n'importe lequel de ses concurrents dans le monde qu'entre Veolia et Suez. Une proximité de culture et une manière de voir le métier très similaire et un désir de le voir évoluer très similaire. Donc, culturellement, le rapprochement des idées sera aisé. Pour faire ce rapprochement et mixer complètement les équipes, j'ai pris des engagements dès le début de l'opération.
Et je me suis engagé à ce que cette intégration des équipes soit faite avec équité. J'ai tout de suite annoncé que les équipes dirigeantes seraient mixées. J'ai déjà annoncé d'ailleurs que sur le futur comité exécutif du groupe, qui comprendra 15 personnes, 4 viendront de Suez. Il en sera de même à tous les échelons de management, pour prendre le meilleur au meilleur poste, afin que tout ceci soit parfaitement équitable et que chacun, d'où qu'il vienne, de Veolia ou de Suez, puisse se projeter aisément dans la construction de ce futur. Je me donne 6 mois à partir du rapprochement effectif que j'ai situé autour du début de la fin ou du début de l'année, donc à l'été prochain, pour que cette intégration culturelle, managériale, organisationnelle soit totalement réalisée. Ensuite, il va nous falloir un peu plus de temps pour réaliser les promesses que j'évoquais tout à l'heure. Dupliquer et généraliser les solutions qui existent déjà et inventer les nouvelles solutions. Nous donnons donc 4 ans pour que, sur le plan économique et financier, l'accrétion du résultat net par action, que nous prévoyons de 40%, soit réalisée. En 2024, nous prévoyons, donc 4 ans, en 2026, pardon, nous prévoyons une accrétion de 40% sur nos résultats. Donc 6 mois pour réaliser l'intégration des équipes et le fait de faire fonctionner ensemble dans une même démarche, une même ambition, un même projet, toutes les équipes, et 4 ans pour en extraire toute la valeur que nous pensons pouvoir extraire. Merci. Une deuxième question, si possible, relativement courte, car le temps est passé très très rapidement. Madame ? Oui, ça sera très court. Je vais reprendre la façon de se présenter de mon prédécesseur, de dire que je suis une actionnaire individuelle, toute petite actionnaire. Mais je voulais vous dire à quel point, monsieur, nous sommes, je pense que je traduis un sentiment collectif, que nous sommes enthousiasmés par votre discours. C'est vraiment très agréable dans ce moment où il y a tellement de déclinisme en France, d'entendre un grand industriel comme vous avec un discours aussi pertinent et aussi énergique. Et en ce qui me concerne, je suis universitaire et biculturelle avec les États-Unis. Et je voulais surtout vous féliciter, monsieur, pour ce que vous avez dit sur le problème de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est la première fois que j'entends un grand industriel français dire que vous entreprenez d'aller chercher des apprentis dans les lycées français. C'est-à-dire, en d'autres termes, la méthode américaine que je connais, où aux États-Unis, les grands chefs d'entreprise viennent sur les campus américains chercher les futurs cadres, etc. Et je trouve qu'en France, on a un gros problème d'intégration de nos jeunes. Comme je suis universitaire, je suis particulièrement sensible à cette question. Et je trouve que vraiment, c'est très... Enfin, je vous félicite de ce souci pour la jeunesse, qui d'ailleurs est un problème également pour résoudre notre réforme des retraites, parce que si on avait une meilleure intégration des jeunes sur le marché du travail, on n'aurait pas de problème de financement de nos retraites. Donc je vous remercie infiniment de cette démarche qui est tout à votre honneur et qu'on devrait, je pense que vous devriez convaincre vos grands partenaires, enfin d'autres chefs d'entreprise de faire de même, parce que je trouve qu'en France, on ne fait pas assez de choses comme ça sur le terrain. Merci beaucoup de votre Monsieur Frérot, en fait, on n'a pas le temps à manquer, mais ce que j'ai pas eu le temps d'expliquer... Permettez-moi de remercier madame. Allez-y. Merci beaucoup madame, j'y suis sensible. Ce que je sais, c'est qu'au-delà de votre rôle de PDG de Veolia, vous êtes aussi très actif en tant que vous êtes à la tête de l'Institut de l'entreprise. Vous venez de faire un livre avec un professeur à HEC qui, en fait, va au-delà de simplement votre rôle de président, mais vous, en tant que patron, vous pensez aussi que l'entreprise a un rôle social à jouer. Vous êtes aussi un patron citoyen. Je sais que ça fait partie vraiment de vos préoccupations et vous ne comprenez pas pourquoi on critique parfois aussi souvent l'entreprise qui, selon vous, fait autant partie de la solution, même si parfois elle est aussi au cœur de certains problèmes. Donc je pense qu'effectivement la remarque de madame reflète bien votre état d'esprit. Alors, je comprends qu'on critique l'entreprise, mais je m'en inquiète surtout. Je m'en inquiète parce qu'effectivement, lorsqu'on interrogeait les Français il y a quelques années et qu'on leur demandait à qui servent les entreprises, il y avait une majorité qui répondait à quelques-uns, aux actionnaires et aux patrons. Oubliant que depuis 150 ans, le capitalisme, dans les pays qui l'avaient adopté, avait apporté la prospérité à une grande partie de la population. Et cette impression était erronée. Les entreprises, aujourd'hui, ne servent pas que quelques-uns. Quel chef d'entreprise ne s'occupe pas de ses clients? D'ailleurs, ils disent presque tous qu'ils les mettent au cœur de leur stratégie, les clients. Bon.
Quel chef d'entreprise ne rencontre pas ses salariés, ou au moins leurs représentants, régulièrement, ou ne connaît pas les élus des territoires sur lesquels ils ont implanté leurs usines? Le problème, c'est qu'ils ne le montrent pas. Ils ne le mettent pas en scène et n'en apportent pas les preuves. Et mon idée, c'est que l'entreprise sert tous les publics qui s'engagent avec elle, ce qu'on appelle ses parties prenantes. L'entreprise, elle est utile à ses actionnaires, à ses clients, à ses salariés, à ses fournisseurs, au territoire dans lequel elle était implantée, et même les générations futures, parce qu'une grande entreprise transcende les générations. Et il faut rappeler le fait que c'est parce qu'une entreprise est utile à beaucoup qu'elle est prospère, et pas l'inverse. On a eu tendance, ces dernières années ou décennies, à penser que c'est parce qu'elle était prospère qu'elle était utile. En fait, c'est l'inverse. Et il faut apporter la preuve de cette utilité. Une entreprise, ça a des performances dans toutes ces différentes dimensions économiques, financières, mais aussi sociales, mais aussi environnementales, sociétales parfois. Et tout ça n'est pas incompatible. Pardon ? Et tout ça n'est pas incompatible. Non, tout ça n'est pas compatible. Et c'est pas être citoyen, ou c'est pas être moral, c'est être efficace. Une entreprise dont une des parties prenantes importantes que je viens de citer viendrait à considérer que l'entreprise ne sert plus ses intérêts. Elle s'éloignera d'elle. Et l'entreprise sera en difficulté. Et de même, si beaucoup de Français pensent que l'entreprise ne sert que quelques-uns, nos hommes politiques ont de plus en plus de mal à défendre le cadre de politique économique qui est le nôtre, c'est-à-dire l'économie de marché, le capitalisme. Et donc il est important de rappeler que c'est parce qu'une entreprise est utile à beaucoup qu'elle est prospère, et que donc sa performance doit être mesurée sur ces différentes dimensions, quitte à arbitrer, parce qu'il y a toujours des arbitrages à faire entre ces dimensions, mais à chercher le meilleur équilibre, la meilleure harmonie dans la satisfaction de ces parties prenantes. Tous doivent être satisfaits, sinon ils sont bons. Les clients, les salariés, les actionnaires, les fournisseurs. Et donc il est important de chercher l'équilibre et de faire les bons arbitrages pour trouver le meilleur consensus possible. Et cette vision élargie de l'entreprise, c'est ça qu'elle dit. Et de vouloir en apporter la preuve à travers un jeu d'indicateurs de performance pluriels. Il ne faut pas mesurer que le résultat net par action, il faut aller au-delà. C'est insuffisant. C'est insuffisant parce que certains, dans ce cas-là, c'est des moins grandes entreprises. Monsieur Frérot, merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi en direct et à distance nos échanges. Et je vous repasse la parole pour présenter notre invité suivant. Merci à tous. On vous applaudit chaleureusement, c'était passionnant.